Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Delphine Testu, coach professionnelle, psychopraticienne en PNL, hypnose et EMDR et j'accompagne les femmes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas. Sur cette chaîne, je partage des outils de développement personnel, d'analyse transactionnelle ou des séances d'hypnose guidée. Alors voici un extrait du cours de mon programme Déclic, un programme de transformation essentielle en 4 mois. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir dans les relations humaines, les jeux psychologiques ou le triangle dramatique entre sauveur, persécuteur et victime. Voilà, je t'invite à regarder cette vidéo si tu as envie de comprendre ce qui se joue dans les relations entre toi et toi et toi et les autres. Le triangle de Karpman. Vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre et vous allez vous rendre compte qu'en fait, souvent, on fait ça plusieurs fois par jour. Et en prendre conscience, c'est déjà pouvoir s'observer, s'analyser et observer ses fonctionnements. Voilà. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer ma petite présentation. Hop, voilà, diaporama. Et voilà, c'est parti. Donc, on est dans le module 8, moi et les autres. Et les jeux psychologiques, en fait, ça parle vraiment de ma relation aux autres, mais ça parle aussi de ma relation de moi avec moi. Vous allez voir. Donc, le triangle de Karpman, donc ça se schématise par un triangle qui symbolise des types de relations entre les personnes. Et moi, donc vous en l'occurrence, je rentre ou pas dans ce triangle selon les situations, selon les personnes avec qui je suis, selon avec qui j'interagis, selon mon histoire aussi. Et rentrer dans les triangles, dans le triangle, c'est rentrer dans les jeux psychologiques. On va voir ça plus en détail. Donc, ça s'appelle aussi le triangle dramatique. Herman, celui qui a fait ce schéma, a mis en scène, mis en forme des jeux de pouvoir entre certaines catégories de personnes. Des jeux complètement inconscients, qu'on joue sans même s'en rendre compte. Parfois oui, parfois pas. Il y a 3 rôles dans ce triangle. Il y a la victime, il y a le persécuteur et il y a le sauveur. On va voir ça plus en détail. Donc ces 3 rôles, ce sont des postures qu'on va adopter, souvent de manière inconsciente, dans les relations avec les autres ou dans notre façon de vivre des situations. La victime, le persécuteur, le sauveur. 3 rôles. Et on ne va pas forcément jouer un seul rôle. On peut alterner, on peut jouer des rôles différents, on peut jouer le même rôle toute sa vie. C'est vraiment propre à chacune, propre à son histoire. Donc, on va commencer par une description de chaque rôle. La victime. La victime, eh bien, ça va être une personne qui se plaint souvent et qui se vit en victime dans son fort intérieur. Elle s'est construite comme ça. Et souvent, elle n'a même pas conscience d'être comme ça. Elle vit les choses, souvent la victime, comme des injustices, comme la vie c'est trop dur, et elle va se plaindre comme si elle était victime de la vie, victime des autres, et elle se trouve, vous savez, il y a des gens qui disent aussi, j'ai pas de chance. Moi, j'avais une copine de boulot et elle dit, ah mais moi j'ai pas de chance, j'ai jamais de chance, j'ai jamais de chance. C'était sa perception de sa réalité. Et souvent, cette victime, elle appelle au secours. Elle, elle cherche inconsciemment, encore une fois, à obtenir de l'attention. Et
quelquefois, c'est un besoin pour elle d'être maltraitée. Je vais loin dans ce que je dis, hein. Vous allez penser aux femmes battues, aux femmes... Mais tout le monde a sa responsabilité à un moment, de prendre des coups, d'accepter des coups. Et c'est souvent, on est pris dans une spirale infernale quand on se vit en victime. Et c'est comme si on avait un grand panneau sur le front où il y a marqué victime. Venez, venez, victime, je suis une victime. C'est comme, ça se voit, ça se ressent. Ça se ressent dans la posture, ça se ressent dans l'allure, dans le discours, dans la façon de se tenir. Parce que ce sont des personnes aussi qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, hein, qui se laissent piétiner, qui se laissent manquer de respect. Et tout ça, c'est très profond en fait. Hein. Et des femmes qui ont peur de s'affirmer et qui trouvent quelqu'un aussi pour faire les choses à leur place. Il y a une notion chez la victime de déresponsabilisation. C'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est l'autre. Et c'est tellement dur pour moi que je laisse l'autre faire à ma place. Vous voyez? La victime, elle va chercher des ressources chez l'autre. Elle va chercher un sauveur ou un persécuteur. Le persécuteur, justement. Le persécuteur, il a besoin de dominer. La persécutrice aussi, hein. On parle, cette méthode est pour les femmes. Et je peux être persécutrice aussi. Hein. Je peux être persécutrice avec mes enfants, avec mon mari, avec des amis, et sans même m'en rendre compte, sans même le vouloir. Persécuteur n'est pas foncièrement et volontairement mauvais. Parfois oui, bien sûr, mais vous voyez, si par exemple, tiens, j'ai une cliente, elle est très maman poule avec ses enfants, mais parfois elle va se transformer en persécutrice parce qu'elle va dire, voilà, c'est une maman qui est seule avec 2 enfants, séparée du mari. Il y a un enfant qui est un peu plus grand. Il y en a un qui a 11 ans, un qui a 9 ans. Eh bien, elle va aller dire au grand, maman, elle est... Oh, viens aider maman, mon chéri. Maman, elle est toute seule, elle est fatiguée, elle a beaucoup de travail. Hein, maman, elle est toute seule à vous élever. Elle va faire la victime. Et elle peut se transformer en persécuteur quand elle dit, allez mon chéri, tu viens m'aider à éplucher les carottes. Hein, et elle va aller obliger le gamin quelque part, lui mettre une tension psychologique pour dire, pour le culpabiliser, tu es plus grand que ton frère, tu viens aider maman pour les tâches ménagères parce que maman, elle s'en sort pas toute seule. Là, elle se transforme en persécuteur. Elle manipule son enfant pour obtenir de l'aide. Donc, soit elle le fait en victime, elle se plaint, oui, maman, elle est toute seule à vous élever, elle travaille, etc. Soit elle le fait en persécuteur, tiens, viens m'aider, tu es plus grand, tu dois aider maman, etc. Elle met des injonctions à son fils. Voilà, c'est un exemple. Et une victime, encore une fois, avec son panneau victime sur la tête, elle va attirer un persécuteur qui a besoin de dominer, qui a besoin de prendre le pouvoir dans la relation, qui a besoin d'être au-dessus. C'est la personne, le persécuteur, qui pense qu'il sait mieux que l'autre. Et il y a souvent une bonne intention derrière. Il pense vraiment que l'autre ne va pas y arriver sans lui. Et il va y aller. Il va dire, je fais à ta place, par exemple, parce que je ferai mieux que toi. Ne le dit pas comme ça, hein, mais il le pense tellement, il va prendre le dessus dans la relation, le persécuteur. Et il y a quelque part chez le persécuteur, il méprise un petit peu l'autre quand il est dans ce genre de relation. Hein. Donc c'est la personne qui est au-dessus de la mêlée, qui sait mieux que toi les choses. Et son truc, c'est d'avoir raison.
Et pour lui, le pouvoir dans leur relation, ça se fait par la force. Donc, il va être très manipulateur, très fourbe aussi, mais pas forcément avec des mauvaises intentions. On part vraiment dans la PNL, dans l'analyse transactionnelle, d'où est issu cet outil, on part vraiment de la supposition que l'être humain fait du mieux qu'il peut à l'instant T avec ce qu'il a pour entrer en relation avec les autres. Il y en a qui connaissent que ce mode de fonctionnement. Ensuite, on a le sauveur. Le sauveur, pareil, il va intervenir. Et pareil, il va penser que l'autre n'est pas capable de le faire tout seul. Il se sent comme une mission de sauver l'autre. Et cette mission, en fait, c'est un gain pour lui, le sauveur. Avoir de la reconnaissance. C'est très inconscient. Si vous êtes sauveuse, eh bien vous pouvez dire non, mais moi, j'aime faire plaisir aux autres, j'aime les aider, j'aime aider. Oui, 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 vous aimez aider, vous êtes vraiment des personnes bienveillantes. Mais au fond, demandez-vous pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? Pourquoi je sauve tout le monde? Est-ce que c'est pas un peu pour être aimé, pour être reconnu, pour avoir de la valeur, pour avoir une place? Et c'est le rôle que j'ai endossé, déjà tout petit, pour sauver ma maman qui se fait rabrouer par mon papa, Vous voyez, ce gamin dont je vous parle, qui vient éplucher les carottes parce que c'est le plus grand et que sa maman ne le laisse pas jouer parce qu'elle est fatiguée, elle a beaucoup de travail, elle va lui donner beaucoup de tâches, eh bien, elle fait la persécutrice et elle va chercher chez ce gamin son côté sauveur. Vous voyez? Donc, qu'elle fasse la victime, la maman. Je suis toute seule maintenant avec vous, ton père est parti, tu dois m'aider. Ou qu'elle fasse la persécutrice. Tu es le plus grand maintenant, tu vas venir aider maman parce que maman elle est fatiguée, c'est ton rôle. Elle va aller chercher le côté sauveur chez son enfant. Le côté sauveur de son enfant qui va ressortir, il va aller aider sa maman parce que c'est injuste qu'elle soit toute seule, parce que oui, elle est fatiguée, qui préserve l'harmonie. Sa motivation, c'est de préserver l'harmonie et de ne pas se sentir coupable parce que la mère a mis le doigt sur le levier de la culpabilité, voyez, et avoir de la reconnaissance en tant que sauveur. Le sauveur prend l'habitude de sauver, de dévancer les besoins des autres. Ça lui apporte de la reconnaissance. Ça lui donne sa valeur. Et ce sont des jeux complètement inconscients qu'on adopte. Donc, ce jeu, vous avez toutes les dimensions du triangle, là, pour le coup. Et le rôle qu'on endosse n'est pas forcément le même. Ça dépend. Avec les personnes, les situations, ça dépend. On peut endosser un rôle toute sa vie, ça peut fonctionner. Et on peut aussi changer de rôle avec la même personne. On peut basculer, comme je vous ai dit, cette maman qui était victime, après qui passe persécuteur. Ou on peut, avec un ex-mari, être toujours une victime pour appeler son sauveur pour être tranquille, ou on peut toujours être le sauveur quoi qu'il arrive. Moi, j'ai un père qui est sauveur quoi qu'il arrive. Il va toujours être au devant des autres. Il va s'épuiser pour rendre service aux autres. Et il ne s'en rend pas compte. C'est plus fort que lui. C'est son moyen de fonctionner. Et ce qu'il se raconte pour justifier sa manière de fonctionner, c'est si je ne le fais pas, qui va le faire? Et si je ne l'aide pas, cette personne, comment elle va faire? Comment elle va s'en sortir? Elle se raconte dans son modèle du monde que l'autre ne peut pas faire autrement, ne peut pas vivre autrement. Parce que s'il n'est pas là, le sauveur, l'autre ne va pas s'en sortir. C'est une nécessité de l'aider. Vous voyez? Et le persécuteur aussi fait ses jeux inconscients. Donc, posez-vous la question,
Est-ce que je fais partie de ce triangle? Et avec qui? Dans quelles circonstances? Donc on peut tenir plusieurs rôles. Je vais vous donner des exemples dans une même situation. Donc les caractéristiques du triangle. Donc on peut être dans un rôle ou en adopter plusieurs. Il faut être deux pour jouer. Si l'autre ne joue pas en face, si l'autre ne répond pas à mes invitations de victime, à mes menaces de persécuteur, à mon besoin de sauver, eh bien, ça ne marche pas. S'il y a une personne qui n'est pas dans le triangle, voilà, il faut être au moins deux pour jouer. On peut être plusieurs, encore plus, bien sûr. Mais au minimum, il faut que l'autre réponde. Je me pose en victime, je vais appeler chez l'autre le persécuteur ou le sauveur et j'ai ma réponse. Et si l'autre décide de ne pas rentrer dans le triangle, eh bien là, je me retrouve à devoir faire autrement. Puisque mon jeu de victime, mon jeu de persécuteur ou mon jeu de sauveur ne marche pas, si l'autre en face ne répond pas, ne rentre pas dans le triangle, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas la relation, c'est le triangle qui ne marche pas. Et au contraire, je vais vous montrer que c'est important de sortir du triangle pour avoir des relations saines. Je ne dis pas que c'est des relations malsaines dans le triangle, mais ce sont des relations un petit peu biaisées, avec des buts un peu différents de ce qu'on peut s'imaginer. Donc ces rôles sont inconscients et ils résultent de nos propres filtres, de nos perceptions. Quand vous étiez petite, si ça marchait mieux, si vous obteniez ce que vous vouliez en faisant la victime, eh ben vous avez pris l'habitude de pleurnicher, de vous plaindre. Et si vous voyez qu'en persécutant, en manipulant les autres, vous obteniez plus facilement, vous aviez le pouvoir, et ça vous procurait une sorte d'exaltation et de plaisir, et bien vous allez continuer comme ça. Et puis pour la sauveuse, eh bien, elle est tellement gratifiée, elle a tellement de reconnaissance, elle est tellement aimée en retour quand elle rend service. Elle s'est construite comme ça aussi, elle se donne sa valeur comme ça. Donc, chacun a son axe de prédilection. Chacun a un rôle qu'il aime bien jouer. Moi, j'ai longtemps, longtemps été la victime. Avec une mère victime et persécutrice, autant pour mon père que pour moi, et avec un père sauveur. Et on a fonctionné dans ce triangle pendant des années et des années. Et je vais vous dire, ma mère aujourd'hui est toujours victime. Elle ne sort pas de ce rôle. Elle n'arrive pas à avoir autre chose, hein. Elle reste dans ce rôle de victime. Mais moi, je ne vais plus dans mon rôle. Je ne vais plus la sauver. Et je ne suis plus victime de ma mère. Et quand elle me fait des appels du pied comme une victime, qu'elle a besoin qu'on la plaigne, mon père n'est plus là pour la sauver. Ils sont séparés il y a bien longtemps, il y a au moins 25 ans. Et ça ne marche plus, les appels du pied qu'elle me fait, ça ne marche plus. Moi, je ne rentre plus dans le triangle. Et je vais vous montrer comment on fait pour ne pas rentrer dans le triangle. Donc, je la mets face à ses propres responsabilités. Quelque part, j'entretiens son truc parce qu'elle se vit encore plus victime parce que sa fille ne répond pas, enfin, ne répond pas. C'est que je rentre pas dans les jeux, hein. C'est pas que je ne lui réponds pas. C'est que quand elle me tend des invitations de victime, je ne prends pas la perche. Je lui réponds sur un autre mode. On va voir ensemble tout à l'heure. Alors, tiens, je vais vous donner quelques exemples pour voir si vous avez bien compris, pour tester un petit peu. Eh bien, quelqu'un qui dit oui, mais. Dans quel rôle va être cette personne? Lors d'une discussion, d'un échange, la personne va répondre oui, mais. Eh bien, c'est une victime, souvent, qui ne s'assume pas, qui ne dit pas non clairement.
Alors, il y a des contextes, hein, bien sûr, vous n'allez pas être d'accord avec moi, vous allez penser à une situation où on dit oui, mais c'est pas forcément révélateur d'une victime. Mais voilà, c'est un exemple. Ça peut correspondre à une personne qui ne sait pas dire non clairement, qui ne sait pas s'affirmer et qui ne s'exprime pas. Ça peut être une caractéristique de la victime. Quelqu'un qui dit mes problèmes sont plus grands que les vôtres. Discuter avec quelqu'un, vous avez tous les deux des problèmes, mais l'autre a vraiment, elle en fait des tonnes sur ses problèmes de vie, elle vous raconte, votre copine, et tout dans son dialogue, dans son discours, veut clairement dire mes problèmes sont plus importants que les tiens, sont plus grands que les tiens. Moi, je souffre plus, moi, j'en ai plus. Eh bien, c'est pareil, c'est une victime, mes problèmes, moi, qui passe en persécuteur parce qu'elle va faire comme un jugement de valeur sur la personne qu'elle a en face en disant mes problèmes à moi sont plus grands que les tiens. Caricaturons, toi, tes problèmes, ils ne valent rien, ils sont rien à côté des miens. Ça, c'est la victime qui se vit vraiment en victime et qui, ses problèmes lui semblent une dimension immense. Les autres sont durs avec moi. Quelqu'un qui dit ça. Les autres sont durs avec moi. Qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est une victime. Les autres sont durs avec moi. Moi, je me vis en victime. C'est moi qui fais tout le travail. C'est moi qui fais tout le travail. Je crois qu'il y a une faute d'orthographe à faire. Bon, j'ai des conjugaisons, ça devient, quand on travaille sur l'ordinateur, c'est terrible. Alors donc, c'est moi qui fais tout le travail. C'est un persécuteur, car il reproche que les autres ne font rien. C'est un reproche déguisé. Et qui se cache en victime parce que c'est lui qui souffre de travailler. Vous voyez que la complexité des rôles, ça serait très simple s'il y avait une victime, un sauveur, un persécuteur, et que ce soit tout le temps comme ça. Mais en fait, une même personne va prendre plusieurs masques, va prendre plusieurs rôles, plusieurs postures en un rien de temps. Et peut même se déguiser sous une victime alors qu'il est un persécuteur. Et se croire vraiment, très honnêtement, être victime. Un sauveur aussi peut se considérer comme un sauveur, mais en fait être un persécuteur. Dans quel cas, si le sauveur, vous êtes une sauveuse et vous apportez de l'aide sans demander à l'autre s'il en a besoin, vous imposez votre aide à l'autre, votre façon de faire à l'autre, vous devenez un persécuteur. Alors que vous vous croyez sauveur. C'est très fin, cette histoire de jeu psychologique. Mais c'est passionnant. Puisque c'est comme ça, débrouille-toi. Qu'est-ce que ça dit de cette personne qui dit puisque c'est comme ça, débrouille-toi? Eh bien, là aussi, il y a une subtilité. C'est un sauveur qui s'est vexé, qui a aidé la personne. L'autre personne n'a pas pris ou n'a pas adhéré à son type d'aide qu'on lui a imposé. Eh bien, le sauveur dit puisque c'est comme ça, débrouille-toi. C'est méprisant, vous voyez. Il passe en persécuteur. Et ça se passe en fraction de seconde, ça. Aide-moi à résoudre mes problèmes. Quelqu'un qui dit ça. Quel rôle? Quel rôle elle a, celle qui dit ça? Aide-moi à résoudre mes problèmes. C'est une victime qui appelle un sauveur. Elle cherche un sauveur, là. Elle ne cherche pas un persécuteur. Hein. Peut-être qu'elle va avoir en face la réponse d'un persécuteur. Mais c'est une victime qui se balade avec son panneau de victime. Je suis une victime. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et elle cherche à tout prix un sauveur. Et ça explique que certaines personnes attirent toujours le même type d'homme. Une victime va attirer à elle un sauveur ou un persécuteur. Donc, comment dire?
entre une relation, quand on rentre dans ce triangle, une relation amoureuse qui se construit sur une victime et un sauveur, une victime et un persécuteur, est-ce que ça fonctionne? Alors, ça peut fonctionner des années. Mes parents ont fonctionné 20 ans comme ça. Mais est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est responsable? Faites un petit zoom arrière sur vos relations avec les personnes, pas forcément que amoureuses, hein, les relations professionnelles aussi, les relations sociales, amicales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne peut changer de rôle, que chaque changement de rôle, retournement de situation est vécu comme un drame. C'est de là que vient le nom du triangle dramatique, car Mann disait que l'être humain avait un goût naturel pour les drames et c'est pour ça que c'est facile de rentrer dans les jeux psychologiques. À retenir aussi que les rôles peuvent tourner très vite, d'une phrase à l'autre, ou mettre des années à tourner. Retenir aussi que les rôles ne sont pas toujours joués par une personne. Il peut y avoir des groupes. Est-ce que vous vous rappelez du mouvement Black Lives Matter, hein, aux États-Unis? Eh bien, ils se vivent en victimes. Les mouvements de groupe comme ça qui revendiquent le mouvement des retraites, là, récemment, eh bien, sont des personnes qui se vivent en victimes. J'ai aucun jugement par rapport à ça, hein. C'est une façon de réagir face à une situation. Et les institutions, l'État qui s'est installé depuis, donc sous la Ve République, là, comme un État sauveur, on a pris l'habitude de s'en remettre à l'État pour avoir des aides, pour avoir des avantages. Et il y a des personnes qui ne vivent que de ça, mais qui trouvent ça complètement, qui ont assimilé ce rôle de l'État comme un État sauveur. Et donc, quand on est dans ces jeux psychologiques, il y a des répercussions négatives pour chacun des acteurs. L'énergie, la ressource mentale, même si c'est inconscient, ça prend beaucoup plus d'énergie que des relations équilibrées et plus saines. Donc, un autre exemple, au travail. J'ai pris cet exemple parce que j'ai été manager, donc si je donne un projet à un collaborateur et que je lui dis, ça doit être fait comme ça et pas autrement, face à l'autre, je lui laisse aucune liberté. Donc je l'infantilise, hein, quelque part. Bien, voilà, je vais être dans le mode persécuteur si je dis ça. Et plus tard, je peux passer en sauveur, dire, oh là là, ce projet, il avance pas, je vais t'aider. Je suis le sauveur. Et l'autre, je le place en statut, en statut de victime. Et c'est à l'autre de voir s'il accepte ce rôle ou pas. Chacun a un bout de la responsabilité de sa relation. Si je rentre dans un rôle, si je fais une invitation, ça s'appelle une invitation symbiotique. Un terme d'analyse transactionnelle, vous n'avez pas besoin de le retenir, mais c'est comme si je faisais une invitation, je suis victime, je brandis mon panneau de victime et je cherche un sauveur, par exemple. Ben, je vais faire des invitations. Je vais me plaindre, je vais dire, oh, ouais, mais tu te rends compte ce qui m'arrive, tout ça, et je vais aller chercher le sauveur chez l'autre. Et le sauveur, si l'autre en face, alors en plus, je ne vais pas le faire avec n'importe qui, parce que ça a beau être inconscient, vous savez très bien à qui vous le faites. Vous n'allez pas aller, si vous cherchez un sauveur, vous n'allez pas aller vers une autre victime parce que vous savez qu'elle ne va pas vous sauver. C'est inconscient, hein, mais ça, on reconnaît les rôles. Il y a une histoire de vibration à l'intérieur. On reconnaît, entre victimes, on se reconnaît, on reconnaît un sauveur, on reconnaît un persécuteur. La plupart du temps, hein, c'est bien plus complexe que ça, mais voilà, je schématise, je vulgarise. Je ne suis pas experte en psychologie, hein, c'est juste du développement personnel. Donc, autant je vais dire le projet n'avance pas, je reprends la main et je passe en sauveur. Et je suis quelque part le persécuteur
de mon collaborateur à qui je dis tu n'es pas capable de le faire, je vais prendre le relais ou je vais t'aider parce que tu n'es pas capable de le faire tout seul. Vous voyez la subtilité? Je peux endosser les 3 rôles en un instant. Donc, on va faire un exercice. Vous allez revivre des situations vécues. Et vous allez, ce petit schéma, vous l'avez à télécharger. Et vous allez revivre une situation et mettre les lunettes de tour à tour de chaque rôle. Donc, dans ce schéma, voilà, vous avez une feuille comme ça, avec ce petit schéma. En haut, vous mettez la situation et vous réfléchissez. Tiens, et vous commencez par votre point de vue à vous. C'est plus facile. Tiens, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel rôle j'avais? Hein? Vous allez vraiment retranscrire la situation, comment elle s'est passée. La phrase que vous avez dite, vous allez l'écrire et vous allez dire, là j'étais, et vous allez entourer, bah tiens, là j'étais victime, vous allez entourer un V par exemple. Puis peut-être qu'à la phrase d'après, vous étiez plutôt sauveur ou persécuteur. Vous allez mettre la phrase d'après, vous allez entourer le S ou le P. Et qu'est-ce que la personne vous a répondu? Vous avez les autres protagonistes. Tiens, lui m'a répondu sur ce mode-là. Quand j'ai dit cette phrase-là, vous avez un code couleur. Donc, premier truc en rouge foncé, là. Et bien, quand j'ai dit ma phrase en rouge foncé, qu'est-ce que m'a répondu l'autre sur le rouge foncé? Qu'est-ce qu'il a répondu à ma phrase? Et vous allez observer le jeu de ping-pong qui se passe entre des personnes dans une relation. Alors là, il y a 3 rôles, hein, mais voilà, vous faites, vous prenez des situations, peut-être, voilà, souvent il n'y a que 2 personnes. Alors est-ce que vous prenez que 2 côtés et puis vous allez voir l'axe de prédilection que vous avez. Est-ce que vous aimez mieux? Est-ce que vous avez une tendance naturelle à jouer la victime ou les persécuteurs ou les sauveurs? Vous voyez? Moi, j'ai une tendance naturelle à la victime. Je le sais. Maintenant, je m'observe. Et ça, en plus, ces rôles reviennent après, quand on est sous stress et qu'on est fatigué, reviennent beaucoup ces rôles. Donc là, vous devez vous dire, tiens, comment c'est pour moi? Quel rôle je préfère? Quel rôle j'ai une tendance naturelle à jouer avec telle personne? Peut-être que vous allez avoir un rôle naturel à jouer avec une personne, avec votre mère par exemple, et puis peut-être qu'avec votre meilleur ami c'est autre chose, avec votre mari c'est un autre rôle, et peut-être que naturellement votre relation s'était construite comme ça sur ce type de relation. Vérifiez. Vérifiez dans vos contextes de vie, dans vos domaines de vie. Vous pouvez le faire aussi par domaine, peut-être dans ce domaine de vie, dans le domaine amoureux, comment je suis comment je suis la plupart du temps? Est-ce que je suis plutôt en victime ou est-ce que je suis plutôt à sauver les mecs avec qui j'ai des relations? Ou, vous voyez, dans le niveau professionnel, comment je suis la plupart du temps? Comment je me comporte? Dans le niveau amical, comment je suis? Comment je me comporte? Avec ma famille, avec mes parents, avec mes frères, sœurs, cousins, comment je suis, dans quel type de relation on est. C'est intéressant de voir dans les modèles, dans les domaines de vie et de faire des recoupements. Peut-être qu'il y a des points communs, peut-être pas du tout. Vous êtes la spécialiste de vous-même. Chacun est différent. Chacun agit différemment. Et vous allez voir. Et puis, c'est fonction de l'autre aussi. Est-ce que l'autre vient chercher plus facilement votre victime, votre persécuteur, votre sauveur? Peut-être avec une personne en particulier, ben vous allez avoir ce type spécial de relation victime-persécuteur ou victime-sauveur avec cette personne parce qu'elle va chercher ce rôle chez vous. L'autre a sa responsabilité aussi. Vous avez chacun 50% de la relation. Donc, la communication que vous faites avec l'autre à la réponse qu'il obtient. Vous allez analyser la réponse que vous obtenez en fonction de ce que vous dites. Et puis, chacun est responsable de son petit bout de relation, de sa moitié de sa relation. Vous êtes 100% responsable des 50% de la relation avec l'autre. Voilà, c'était un extrait de mon programme de transformation essentielle Déclic.
Pour plus de renseignements ou pour un accompagnement individuel, si tu sens que tu es dans les jeux psychologiques et que tu ne sais pas comment en sortir, eh bien n'hésite pas à me contacter. J'offre un rendez-vous découverte de 30 minutes à chaque personne qui le désire. Je mets le lien sous cette vidéo et je suis sur Orange, le Vaucluse, et je consulte à distanciel et en présentiel. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça me fait plaisir, ça me soutient et ça me motive à continuer. Je vous embrasse, à bientôt.